Non, 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 laissez la machine, poussez un peu. Vous pouvez quand même descendre le téléphone pour, voilà, voilà. Hmm. Ah, je crois que lui... Tous, merci de votre fidélité à la télé nationale et à cette émission. Dites-moi tout, docteur. Le vaccin contre la Covid occupe donc nos esprits. Il faut néanmoins rappeler que le virus à couronne a entraîné une crise sanitaire, sociale, économique sans précédent. Elle a freiné la dynamique de croissance dans la quasi-totalité des pays du monde. La crise sanitaire en Afrique reste donc la préoccupation première des présidents respectifs. Notre pays, la Guinée, est également frappé de plein fouet par la Covid. Et depuis l'apparition de cette maladie, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a édicté des mesures de restriction. Le ministère de la Santé, l'Agence nationale de sécurité sanitaire ainsi que les partenaires techniques et financiers ne cessent de multiplier les stratégies pour limiter la propagation. C'est dans un contexte déjà difficile que les autres variants viennent se greffer et remet en cause les efforts consentis par les pays. Et le seul moyen aujourd'hui, c'est de se faire vacciner. Pourquoi vaccinons-nous? C'est la question que nous nous posons. Et notre invité attitré, Dr Condé, va tenter de répondre à cette question. Mesdames et messieurs, pour mieux cerner le sujet du jour, restez avec nous encore une fois. Bonsoir et bienvenue à tous. Retour sur le plateau de Dites-moi tout, docteur. 55 minutes pour parler de notre sujet du jour, la vaccination moins efficace pour réduire le risque de développer la maladie et ses conséquences. Docteur Condé va tenter de répondre à ces multiples questions que nous avons Nous avons ici, docteur, dans un contexte large, tout vaccin permet donc de prévenir la maladie, de se protéger les autres. En tout cas, c'est ce que nous connaissons des autres vaccins déjà. Alors, est-ce le cas avec le vaccin contre la Covid? Bonjour madame. Le vaccin, comme dans l'histoire de l'humanité, a toujours montré son efficacité dans la prévention des maladies. Et ce qu'il faut dire, c'est depuis les années 1700 que la vaccination a commencé. On se rappelle que dans cette période, il y a eu l'épidémie de variole qui a fait plus de 300 millions de décès dans le monde. Et on n'a pas pu mettre fin à cette épidémie sans le concours de la vaccination. Donc c'est en ce moment que le vaccin vraiment a montré son efficacité. Et depuis là jusque maintenant, c'est ce qui se passe, pas concernant seulement la COVID-19, mais toutes les autres maladies à potentiel épidémique que nous avons sous la main. Vous savez qu'il y a un moment où on voyait les images très désobligeantes des personnes handicapées, surtout les enfants, par suite de poliomyélite. Tout à fait. Et c'est pourquoi dans les programmes élargis de vaccination des différents pays, il y a l'administration des doses de vaccins contre la poliomyélite dès la naissance de l'enfant. Et l'enfant, quand il finit cette vaccination, il est protégé. Et aujourd'hui, il y a moins d'enfants qui souffrent de paralysie de ses membres par suite de cette maladie. Et aujourd'hui, nous avons la COVID-19, qui est une pandémie. Et pandémie, ça veut dire que c'est tout le monde entier aujourd'hui, c'est toute la planète qui est concernée. Et vraiment qui est venue mettre à nu les faiblesses du système mondial, je dirais le système mondial de santé.
Au début, on disait, bon, la Guinée avait un système plus ou moins fragile. Il y a d'autres pays aussi, mais aujourd'hui, même les pays considérés comme les plus forts sur le plan de la santé, qui ont un système de santé qui était considéré comme plus sûr, se sont vus mettre à terre par cette épidémie. Et aujourd'hui, c'est la ruée vers la vaccination. Je pense que si on n'a pas une idée de ce qui s'est passé déjà dans le passé, avec les différentes épidémies, le rôle de la vaccination, on ne pouvait pas s'imaginer que tout le monde pouvait ruer sur le vaccin. Et vous voyez, un moment avant que les vaccins ne soient encore considérés comme étant sûrs, je vais parler des vaccins que nous utilisons maintenant, parce qu'il y avait plus de 200 candidats vaccins. Et l'Organisation mondiale de la santé analyse chacun des vaccins pour donner son quitus. Est-ce que dans ce contexte d'urgence sanitaire, on doit utiliser tel ou tel vaccin? Donc avant que ce processus ne soit arrivé à terme pour les différents vaccins, on a utilisé les masques. Donc les études ont montré que les masques étaient efficaces dans la prévention. Si je porte le masque et que mon interlocuteur le porte aussi, il y a moins de risques que mes gouttelettes salivaires puissent traverser mon masque, traverser le sien et l'infecter, si jamais ça contient le virus de la COVID-19. Et là, nous avons vu cette ruée de toute l'humanité vers les masques. Et d'ailleurs, à un moment, c'était un peu amusant quand on a appris que même les Américains ont récupéré les masques achetés par la France. Voilà, donc c'était la guerre des masques. C'est pour dire aujourd'hui que c'est la guerre maintenant c'est la guerre des vaccins. Oui. Voilà, et le vaccin vraiment c'est quelque chose qui peut nous aider à limiter rapidement la propagation de cette maladie. Voilà. Alors, aujourd'hui, vous avez donné un exemple, la polio, il y a d'autres maladies aussi chez les enfants, la méningite, etc. Mais aujourd'hui, on parle principalement de COVID-19. Alors, dans ce cas de figure, pourquoi se faire vacciner? Pourquoi on doit se faire vacciner? Et je vais prendre l'exemple chez nous, je ne vais pas sortir de la Guinée. Tout à fait. Malheureusement, en 2013, fin 2013, on a été confronté à l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Avec la faiblesse de notre système de santé, on a mis environ 5 mois pour savoir c'était quoi. Et quand on a su, on a fait la déclaration d'épidémie de la maladie à virus Ebola. Et vous voyez, de 2014 à 2016, on avait suffisamment eu de problèmes pour pouvoir arrêter la propagation de cette maladie. Mais déjà en 2015, on avait du vaccin qui pouvait être utilisé. Et quand cette vaccination a commencé, nous avons vu que rapidement nous sommes venus. Vous voyez, en mars 2020, on a commencé à vacciner contre Ebola. Et le 29 décembre, on a déclaré la fin de l'épidémie d'Ebola. Donc vous voyez, de mars à décembre déjà. Donc moins d'une année, on en a fini avec Ebola. Après, il y a eu la résurgence de la maladie à virus Ebola à Koropara. Et en un rien de temps, en moins de 6 mois, la résurgence a été maîtrisée. Et cette année 2021, en février déjà, le 13 février, il y a eu un cas de maladie à virus Ebola confirmé. Et quand on a fait les investigations, on a trouvé qu'il y avait d'autres cas. Donc la Guinée a déclaré l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Et 10 jours après, les restes des échantillons, des vaccins qui avaient été utilisés en 2015-2016, ont été acheminés dans le pays. 10 jours après, on a commencé à vacciner autour des personnes confirmées à Zérékoré. Et vous avez vu, la maladie n'a même pas quitté le rayon de la préfecture de Zérékoré. Et environ 4 mois, comme on avait prédit, on est arrivé à mettre fin à cette nouvelle résurgence. Alors que si nous prenons Covid par rapport à Ebola, Ebola est beaucoup plus dangereux que Covid. Voilà, tout le monde avait peur. Je me souviens encore, il y a les ministres de la Santé des pays voisins qui étaient venus et à l'hôtel Kaloum, on a tenu une réunion. On leur a expliqué les dispositifs mis en place pour empêcher que le virus ne s'échappe de la Guinée pour les atteindre. Et tout ce qu'on a mis en place a tellement marché que même les préfectures environnantes de Zérékoré n'ont pas été touchées. C'est vrai, il y a eu des suspicions, on a vu des personnes qui avaient des signes similaires dans l'autre préfecture environnante de Zérékoré, mais les tests se sont révélés négatifs. Et aujourd'hui, ça c'est devenu une histoire. On est en train de faire la surveillance renforcée de 90 jours et tout se passe bien. Une belle histoire. Donc, docteur, vous avez parlé des masques et que les masques pouvaient nous protéger
les gouttelettes de toucher son prochain, mais aujourd'hui c'est les vaccins. Comment est-ce qu'on peut faire savoir si la vaccination est le meilleur choix pour se protéger sa famille, ses voisins? Vous savez, pourquoi la vaccination est le meilleur choix? On peut porter le masque, mais il y a les limites du port des masques. Un moment même avec notre DG, on rigolait un peu. On dit, bon, dans nos habitudes, on ne porte pas de masque pour manger. La distanciation physique ne peut pas être respectée entre conjoints, c'est-à-dire les personnes qui vivent ensemble, les mariés. Voilà. On a vu sur les réseaux sociaux, il y avait beaucoup d'images drôles voilà. Dans les maisons avec les couples, tout ça. Et quand je pense à mon fossé natal, mon village, quand le soir on envoie le gros plat, c'est tout le monde qui se lave les mains dans le même bol et qui mange autour du même plat. Donc là, la distanciation physique ne peut pas être respectée et le port du masque non plus. Donc il y a ces limites par rapport au port du masque. Mais aussi, il y a certaines contraintes dans la gestion des épidémies. Quand ça prend du temps, les gens s'en lassent. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Même si on est majoritairement convaincu que le port du masque nous protège et protège les personnes qui sont en face de nous, il y a même des personnes censées faire respecter cette décision, des hautes autorités qui ne portent pas les masques. Oui. L'autre fois, je le disais, ma femme, quand elle est rentrée, elle m'avait raconté une anecdote. Elle m'a dit, mais tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui? Je suis allé au marché. Quand je suis descendu de la voiture, j'avais oublié mon masque dans mon sac. Le policier s'est approché de moi. J'ai vu en lui qu'il voudrait me dire de payer une amende. Voilà, l'amende parce que je ne portais pas, mais lui-même, il ne portait pas. Donc, ma façon de le regarder, il a rigolé, il a sorti son masque de sa poche, j'ai sorti le mien, chacun a porté pour soi et puis... Voilà, chacun a continué son chemin. Voilà, chacun a continué son chemin. Tout à fait. Donc aujourd'hui, si on est vacciné, bien sûr, on doit continuer à porter le masque. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas d'études suffisantes qui montrent que la vaccination diminue la contagiosité. Ça aussi, il faut qu'on soit clair là-dessus. On n'a pas de preuves pour le moment qui dit que la contagiosité du virus est diminuée par la vaccination. Mais la vaccination empêche qu'on développe les formes graves de la maladie. Hier, je suivais France 24, il y a une vieille dame qui disait qu'elle a été testée positive après sa vaccination complète. Dans son témoignage, elle dit, je suis certain que si je n'avais pas été vacciné, je serais en service de réanimation. Voilà ce qu'elle disait. Donc aujourd'hui, la vaccination a beaucoup d'importance. Et il y a beaucoup de raisons, comme je le disais. L'Organisation mondiale de la santé indique que chaque année, il y a 2 à 3 millions de décès qu'on peut éviter en acceptant de se faire vacciner. Il faut nous citer quelques avantages là, parce qu'aujourd'hui, le but de votre présence ici, c'est de mettre l'accent sur la vaccination, les avantages de la vaccination, et puis les groupes cibles qui sont quand même, et qui peuvent se faire vacciner. Vous savez, les avantages de la vaccination, c'est d'abord la prévention. On essaie de faire en sorte que l'organisme produit les anticorps. Donc moi, j'appelle ça un corps d'élite pour pouvoir se défendre contre une agression due au virus de Covid-19. Et là, déjà, si nous sommes mis à l'abri, ça veut dire que même si nous contractons le virus, ça peut passer inaperçu. Ça peut passer inaperçu, ça veut dire que nous avons déjà des anticorps, donc des soldats d'élite qui peuvent neutraliser le virus. Vous voyez, la dernière fois, il y a le chef-section prévention de la région de l'Abbé qui m'a appelé pour dire, attention mon frère, ma soeur a été testée positive alors qu'elle est complètement vaccinée. Oui. Moi, je suis du corps, j'ai compris, mais elle n'a pas compris parce qu'elle dit qu'elle... Non, quand on est vacciné... Elle se sent bien. Elle dit qu'elle n'a pas de problème, elle se sent bien et elle ne voudrait pas comprendre. Donc il m'a dit, comme vous êtes piste là, tu peux m'aider pour qu'elle puisse comprendre. Vous voyez, donc il y a cette situation, ça nous met à l'abri même de se rendre compte qu'on a contracté le virus. Le virus, oui. Mais aussi les personnes âgées aujourd'hui que nous avons, ce sont des personnes avec des comorbidités, la plupart du temps. Et malheureusement, les 70% au moins des décès liés à Covid-19, ce sont les personnes de troisième âge. Et lorsque ces personnes-là sont vaccinées, ça les met à l'abri des formes graves. Ça diminue le risque de complications graves. Des complications. Mais aussi les personnes qui souffrent d'autres maladies, même si on n'est pas dans cette tranche d'âge. On a des jeunes qui font le diabète. On en a aussi d'autres qui ne sont pas âgés, qui font l'hypertension artérielle. Et si ces personnes-là contractent la maladie, le risque
de développer les formes graves est multiplié par 2. Et par conséquent, le risque de décès aussi est doublé. Donc la vaccination, ça nous met à l'abri de tous ces faits qui pourraient vraiment nous endeuiller tous. Mais l'autre chose, c'est que le vaccin aujourd'hui est moins coûteux que les tests. Évidemment. Oui, le test PCR que nous faisons au laboratoire coûte au moins $35. Alors que nous avons des vaccins qui coûtent entre 5 et 6 $. Il y a d'autres formes de tests aussi appelés le RP-PCR. Est-ce que il y a une différence entre les deux? Oui, c'est de ça que je parle quand je parle de PCR. C'est la RT-PCR. C'est ce qu'on vient faire, le prélèvement, on envoie l'échantillon au laboratoire. On attend entre 24 et 48 heures pour avoir le résultat. Mais nous avons les tests rapides antigéniques dont les résultats peuvent être donnés sur place dans 1 heure maximum. Bon, bien sûr, s'il y a un grand nombre ici, les gens peuvent prendre un peu de temps pour délivrer les résultats. Mais la lecture pour sortir le résultat, ça ne prend pas plus d'1 heure. Et ces tests-là qui sont les moins coûteux, c'est autour de 10 à 15 $. Vous voyez, et le délai, la validité de ces tests, ce n'est pas pour tout bon. Vous devriez répéter régulièrement ces tests-là. Il y a 2 semaines, j'étais à Ouaga. J'ai fait 1 semaine là-bas. Avant de quitter la Guinée, j'ai fait mon test RT-PCR de 72 heures avant mon départ. Et quand je suis arrivé dans la semaine, je devrais retourner, mais je n'étais plus dans le délai. J'étais obligé de me faire encore tester. Dans d'autres pays même, ce n'est pas 72 heures, c'est 48 heures, voilà. 24 heures. Voilà. Mais pour nous, on n'a pas encore changé ce délai. Mais à mon retour, dans la même semaine, j'étais obligé encore de refaire mon test. Tout à fait. Voyez-vous, mais si aujourd'hui, sur le plan du règlement sanitaire international, le processus là n'a pas changé, cette décision n'a pas changé. Sur le plan mondial, c'est d'abord le test. Vous voyez, même les pays qui exigent aujourd'hui la vaccination, c'est soit vous êtes vacciné avec un vaccin reconnu par votre pays hôte, ou vous avez fait votre test à la RT-PCR. Mais dans avec l'allure pays, là, docteur, vous ne pensez pas que le vaccin pourrait être obligatoire pour tous? C'est vers ça qu'on avance. Qu'on a tendance à arriver. Vous voyez, s'il y a un peu d'hésitation, c'est dû à quelque chose. On ne peut pas obliger les gens, leur dire que c'est maintenant ça la condition, sans que vous n'ayez suffisamment de vaccins pour répondre aux demandes croissantes. Mais en Europe, aujourd'hui, la vaccination, le taux vaccinal est très élevé. Et c'est seulement en Afrique que ça traîne. Oui, c'est très élevé, et c'est dû à beaucoup de facteurs. Quand on compare aux populations, je prends la Grande-Bretagne, la dernière fois, je lisais un article. Ils se sont proposés de vacciner, d'administrer 100 millions de doses. Ils en étaient à 42 millions. Donc ils ont encore plus de 50-58 millions de doses à administrer. Et nous aussi, nous avons ce même problème. La demande est forte. Nous ne produisons pas de vaccins. Nous commandons, c'est la ruée mondiale. Vous pouvez avoir l'argent. Si vous n'êtes pas dans des réseaux vous permettant d'avoir plus ou moins rapidement, vous pouvez attendre longtemps. Et sans oublier qu'on n'a pas de flotte aérienne pour le transport aussi. Donc tout ça, ce sont des contraintes auxquelles nous sommes confrontés. Et parfois, les autorités utilisent la diplomatie pour pouvoir accélérer un peu la livraison. Alors aujourd'hui, c'est mettre l'accent sur la disponibilité des vaccins, mais également la tranche d'âge pour se faire vacciner. Docteur, lorsqu'on est vacciné, y a-t-il des effets secondaires? Si oui, est-ce que l'on peut... vous pouvez nous énumérer quelques effets Je voulais d'abord revenir sur les importances. Il y a une importance capitale que tout le monde oublie. Vous n'avez pas cité. Alors, que tout le monde oublie. écoutons. Et ça, c'est quoi? Je suis père de famille. Si je ne me fais pas vacciner, je vais m'exposer que je développe la maladie. On m'extrait pour ne pas contaminer le reste de la famille. Je m'en vais dans un centre de traitement qui est là pour assurer la prise en charge de la famille. Je vais parler de la popote. Vous voyez, donc il y a cette pression aussi qui s'ajoute là. Donc quand c'est le gagne-pain de la famille, ou bien c'est la personne, le grand-père qui est là, ou bien la maman qui est là, qui se débrouille pour pouvoir subvenir aux besoins, aider le papa pour payer la scolarité des enfants, pour trouver à manger, pour les autres dépenses connexes. Quand il y a un de ces éléments qui se trouve en isolement, il y a ce stress d'abord qui est là. Vous voyez, donc ce côté, on ne doit pas oublier ça. Et si je prends les maladies infantiles aujourd'hui qui se font de plus en plus rares grâce à la vaccination, c'est une baisse de cette pression. Parce que quand une femme a son enfant à l'hôpital, elle ne peut que penser à la santé de cet enfant.
Par conséquent, il y a d'autres rôles qu'elle jouait. Elle ne peut plus, pendant ce temps, aller faire le petit commerce pour continuer à joindre le deux bouts. Ça aussi, c'est une importance capitale. Mais sans oublier que le vaccin, comme je le disais, est moins coûteux. Donc, ça nous permet de faire un peu de... d'éviter la maladie. Voilà, de limiter la maladie, mais aussi moins influencer négativement notre économie. Vous voyez, parce que oui, lorsqu'on est malade, oui. Voilà, si on ne se fait on débourse beaucoup plus d'argent. On développe, si on veut se faire tester, $35 pour un seul test qui doit être répété plusieurs fois. Alors, parce que quand quelqu'un est hospitalisé, il ne peut pas sortir sans que le test ne revienne négatif. Donc, il y en a qui peuvent faire 5 fois le contrôle. Vous voyez-vous, $35 déjà fois 5, fois 5. Beaucoup d'argent. Alors qu'on pouvait utiliser 10 à $15 pour protéger la personne. Voilà, donc ça aussi, c'est des importances qu'on ne doit pas oublier. D'accord. Et en ce qui concerne les signes qu'on puisse développer, lorsqu'on prend un vaccin, ce qu'il faut dire, c'est que la vaccination, en quelque sorte, c'est un tour qu'on joue à l'organisme. On prend le virus, on le tue, on prend une partie du virus qu'on envoie dans l'organisme. Qui fait le tour C'est les agents de santé. On joue un tour. On envoie ça dans l'organisme et l'organisme voit ça comme étant le virus vrai. D'accord. Et avant ça, il n'y avait aucun moyen de défense. Et l'organisme se met directement à produire des anticorps spécifiques, parce que chaque maladie a ses anticorps spécifiques. C'est un corps de soldats d'élite pour chaque type de maladie. Donc quand c'est produit, et ça vient détruire les faux virus, et la multiplication est faite pour stocker cette armée-là dans l'organisme pour attendre une nouvelle infection. Donc en cas de nouvelle infection, le dégât ne sera plus la même chose. C'est comme si on s'inspirait un peu de l'armée pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de nos pays. Quand on est attaqué par quelque part, on voit que notre frontière, là, il y a des menaces d'agression. Qu'est-ce qu'on fait? On met là un poste avancé ou bien une garnison militaire. En tout cas, on met quelque chose pour pouvoir contrer. Si jamais on avait été attaqué, comme en dans les années 2000 à nos frontières sud, les mesures ont été prises. Après, lorsqu'il y a une autre attaque, les dégâts ne seront plus les mêmes choses parce que là, on est prêt pour riposter. On a les armes. Vous voyez, donc c'est ce qui arrive. Et dans la production de ces anticorps, l'organisme fait déjà une lutte avec le faux virus qu'on a envoyé. Et la première des choses, c'est la rougeur au point d'injection. Parce que là, c'est une micro-blessure qu'on a causée. On a pris un corps métallique qu'on a enfoncé dans votre chair. Mais pas pour certains, ce n'est même pas pour certains. Pour d'autres, on fait la piqûre, on ne sent même pas. Voilà, bon. Il y en a qui peuvent, la première des choses qu'on puisse sentir, c'est cela. C'est enflé, oui. Mais après aussi, dans ce processus de production d'anticorps, on peut développer un réchauffement du corps, la température peut légèrement monter, on peut avoir les maux de tête, mais il y en a aussi qui peuvent ressentir les douleurs musculaires, peuvent se sentir fatigués. Et le plus généralement, le repos et la consommation d'une quantité d'eau suffisante peuvent aider à faire passer ce cap. Mais si ça persiste, nous avons ce qu'on appelle les points focaux MAPI. Entendons par MAPI les manifestations adverses post-injection qui sont là dans toutes les communes et les préfectures de l'intérieur, auxquelles on peut se mettre en rapport pour pouvoir expliquer ce qui nous fait mal et puis prendre les dispositions. Soit on vous conseille de prendre quelques molécules comme du paracétamol, ça passe, ou bien si ça nécessite une hospitalisation, voilà, on vous hospitalise dans les hôpitaux préfectoraux, référencement possible dans les hôpitaux régionaux si ça dépasse leur niveau. Mais aujourd'hui, nous avons les 3 hôpitaux nationaux aussi qui sont là pour prendre les cas graves en cas si ça survenait. Donc tout ce système existe aujourd'hui et comme pour la prise en charge, lorsque quelqu'un développe les effets indésirables et que ça induit, la prise en charge induit des frais, c'est l'État qui supporte les frais, ce n'est pas la personne ni sa famille. Très bien. Alors pour amoindrir le coût, il faut se faire vacciner. Lorsqu'on est vacciné et qu'on développe des effets indésirables, vous dites que c'est l'État qui prend la charge de la personne, prise en charge de la personne. Oui, vous n'avez pas à dépenser pour votre prise en charge. Si quelqu'un développe un signe et que ça induit, le traitement induit des dépenses, c'est l'État qui supporte ces dépenses-là. Alors avant de parler des différents vaccins que nous avons sur place, nous allons parler des personnes habilitées à se faire vacciner. C'est en fait le focus sur lequel on va mettre l'accent. Okay. Les personnes habilitées et les personnes non habilitées.
Bon, aujourd'hui, Chez nous, bien parce sûr. que ça commence à changer de l'autre côté. Voyez, Mais docteur, avant de répondre à cette question, est-ce qu'on ne va pas introduire notre invité, notre autre invité, docteur Kerno Amidou Baldé, qui nous a pris, qui a pris le train en retard, mais heureusement, il est là. Et après cette question, avant cette question, docteur Amidou, est-ce que vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs parce que moi, j'ai plus droit là. Merci infiniment. C'est la pénalité qu'on vous octroie. Merci infiniment pour m'avoir accepté sur le plateau malgré le retard. Ah ben oui, malgré le retard. Voilà, donc je suis Thierno Amidou Baldé, je suis directeur exécutif de l'ONG Zéro Pauvre Afrique. Et en tant qu'ONG, membre de la commission mise en place par l'ANSS pour accompagner la réponse dans le cadre de la communication et de la mobilisation sociale. D'accord. Donc c'est sur ce axe que nous intervenons. Nous apportons un appui significatif à la réponse sur le plan national. D'accord. Et nous intervenons beaucoup plus au niveau communautaire pour accompagner et renforcer cette confiance vaccinale. D'accord. Est-ce que vous pouvez répéter la fonction directeur exécutif? Directeur exécutif de l'ONG Zéro Pauvre Afrique. ONG ZPA, Zéro Pauvre Afrique. Zéro pauvre Afrique. Bien, c'est Zéro pauvre Afrique. Alors, la régie, si vous suivez, vous pouvez noter donc docteur Kerno Amidou Baldé. Il est directeur exécutif ONG Zéro Pauvre Afrique. C'est ça, c'est bien. Très bien. Alors, on va laisser docteur Condé répondre à cette question et puis on va revenir à vous et puis nous présenter cette ONG et le rôle qu'elle mène aux côtés des autorités, notamment la NSS, le ministère de la Santé. Docteur, c'était quoi la question? Par rapport aux personnes éligibles à la vaccination. Éligibles à la vaccination. Aujourd'hui, les vaccins que nous avons sous la main dans notre pays. D'abord, vous nous citez ces vaccins disponibles là? Disponibles, parce qu'on parle de la disponibilité des vaccins en Guinée. Oui, nous avons le Sputnik. Pour rassurer la population, pour dire qu'on a suffisamment de vaccins pour tout le monde. Bien sûr, on a suffisamment de vaccins. On a le Sputnik V. Sputnik V. L'AstraZeneca. Nous avons le Sinopharm et le Sinovac. Tous ces vaccins sont actuellement en Guinée, dans nos sites de vaccination. Okay. Il y a d'autres dont les premières doses pourraient arriver le mois prochain, très bientôt. Nous avons le Johnson & Johnson, le Pfizer aussi, mais voilà, pour le moment, ces deux-là ne sont pas arrivés. C'est pas une pile de vaccins là? Vous en avez cité beaucoup, Sputnik, Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca. Tout ça là, on en a dans notre pays. Très bien. Vous savez comment ça se passe lorsque les vaccins sont analysés par l'OMS qui dit qu'on peut les utiliser? Cela ne suffit pas pour les avoir directement et les utiliser dans notre pays. Il y a des experts qui sont là qui analysent aussi les dossiers de chaque vaccin pour donner un quitus. On appelle ça l'enregistrement. Donc, c'est en quelque sorte au nom du pays, ils disent bon, oui, on peut, malgré que l'OMS ait dit cela, on peut ou on ne peut pas utiliser ces vaccins chez nous. Donc nous en avons enregistré beaucoup. Et après enregistrement, ça veut dire qu'on peut faire les commandes maintenant et faire l'acquisition. Ça, c'est une liste de 6 à 7 vaccins. Mais pour le moment, ce sont les 4 cités que nous avons dans notre pays. D'accord. Et par rapport à tous ces vaccins, selon bien sûr les indications du fabricant, on ne peut pas les administrer sur les personnes âgées de moins de 18 ans. Donc, ces vaccins sont indiqués sur les personnes âgées de 18 ans et plus. Chez nous, il n'y a pas moins de 18 ans. Pour le moment, non, on n'a pas de vaccin indiqué sur les moins de 18 ans. Très bien. Bien que nous ayons fait des projections pour dire si on a des vaccins pour les plus petits, autorisés sur les adolescents, par exemple, entre 12 et 17 ans, quelle va être la population cible dans cette tranche d'âge à vacciner. Mais pour le moment, on n'a pas de vaccin indiqué sur ces personnes. Donc, on commence à partir de 18 ans à partir de 18 ans. Et là, tout le monde peut se faire vacciner à des exceptions près. Bien sûr, quand on a 18 ans et plus. Les exceptions près, je vais revenir sur les personnes avec comorbidité. On a parlé tout à l'heure du diabète, de l'hypertension artérielle. Ces personnes peuvent se faire vacciner à un moment donné. Il faut que le chiffre tensionnel ou le taux de sucre dans le sang soit dans les normes. Parce que là, quand c'est déséquilibré, ça veut dire que l'organisme a un autre problème. On ne va pas en rajouter. Parce que comme je vous l'ai dit, on fait faire une fausse guerre à l'organisme. Donc ce n'est pas au moment où l'organisme a d'autres problèmes qu'on va le faire. Qu'on va en rajouter. Voilà, donc quand on est hypertendu, il faut d'abord prendre ces médicaments jusqu'à ce que les chiffres soient normalisés. normalisés
ou que le taux de sucre, lorsqu'on est diabétique, soit dans la fourchette normale pour se faire vacciner. D'accord. Donc il y a ces personnes qui doivent se faire vacciner dans ces conditions. Mais d'autres personnes qui ne doivent pas se faire vacciner, ce sont les personnes immunodéprimées, les personnes souffrant de VIH-Sida, de cancer à un stade avancé. Donc ils sont suffisamment éprouvés, leur immunité est suffisamment éprouvée, on ne peut pas les vacciner. Sinon on risque de causer d'autres problèmes. Ouais, il y a aussi nos mamans qui sont enceintes. Vous voyez, déjà, on dit que les vaccins sont contre-indiqués sur les moins de 18 ans. Alors, l'enfant qui est dans le ventre de sa maman est dans cette tranche d'âge-là. C'est pas recommandé. Donc, on conseille à nos mamans de s'abstenir de la vaccination. Et celles aussi qui allaitent, puisque le vaccin peut franchir la barrière et être sécrété dans le lait maternel, alors que l'enfant de moins de 6 mois, disons l'enfant qui allaite, qui tète encore, n'a pas 18 ans. Donc, est dans la tranche d'âge de moins de 18 ans sur lesquels la vaccination est contre-indiquée. Donc c'est là aussi, soit la maman procède au sévrage de l'enfant pour se faire vacciner, pour éviter que l'enfant ne consomme le vaccin à travers le lait maternel, soit elle attend jusqu'à ce que le sévrage ait lieu. Donc ce sont ces personnes aussi qui doivent attendre pour la vaccination. Oui. On a une pile de questions, docteur. Vraiment, qu'on voudrait que vous répondiez à toutes ces questions, mais compte tenu du temps qu'on doit accorder aussi aux téléspectateurs, on va laisser le docteur Baldé nous étaler le rôle que son ONG joue auprès des autorités compétentes. Et puis, vous nous laissez encore un peu de temps, cher public de cette émission, pour interagir au 625 48 90 73. Ne posez pas de questions, mais très bientôt, très vite, on va laisser l'antenne aux téléspectateurs de vous poser beaucoup de questions liées à notre thème du jour, la vaccination moins efficace pour réduire le risque de développer la maladie. Docteur, parlez-nous un tout petit peu de l'ONG Zéro Pauvre Afrique. Merci infiniment. Bon, docteur, c'est bien, mais je ne suis pas encore docteur. Ah, d'accord, vous n'êtes pas docteur. Vous n'êtes pas docteur? Non, je ne suis pas docteur. Alors, si c'est écrit à l'antenne docteur, vous Monsieur mettrez... Baldé, oui. C'est monsieur, hein? Voilà, alors, merci. Donc, comme je le disais tantôt, en général, on reçoit voilà, on est dans le secteur de la santé. Ça arrive qu'on nous appelle docteur, on laisse passer. Oui, on n'est pas devant les docteurs. Oui. Super. Voilà, comme je le disais tantôt, Zéro Pauvre Afrique, c'est une ONG de droit guinéen qui évolue sur le terrain depuis 2008. Okay. Et on a eu la chance d'être mis à l'épreuve pendant la première épidémie d'Ebola. Donc nous avons piloté la stratégie de mobilisation sociale et d'engagement communautaire dans la région de Conakry à travers les unités opérationnelles qu'on avait déployées à l'époque et qui ont été d'un apport assez significatif parce qu'ils ont aidé à faire la coordination opérationnelle au niveau des quartiers de Conakry. Donc au sein de ces unités, il y avait toutes les sensibilités de la communauté qui étaient représentées, c'est-à-dire les chefs de quartier, les chefs secteurs, les sages, les religieux, les jeunes, les femmes. Donc on travaille de concert pour pouvoir rompre la chaîne de transmission d'Ebola. Donc on a continué dans cette même lancée, travailler de la façon la plus proche que possible de la communauté pour qu'elle se sente elle-même actrice du processus qui est mis en place. Donc quand il y a eu la Covid aussi, on s'est retrouvés au sein de cette commission. Et pour vous rappeler, il y a plusieurs commissions au niveau de l'ANSS, donc c'est pour un peu capitaliser sur les expériences et les avantages comparatifs de tous les acteurs au niveau national et international qui interviennent en Guinée, pour pouvoir, dans un cadre beaucoup plus concerté et coordonné, sous l'impulsion bien sûr de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, répondre efficacement à la Covid. Et c'est dans cette optique qu'on est encore sur le terrain. On a mis en place, on a redynamisé ces unités opérationnelles qui ont pris le nom de groupes d'engagement communautaire, qui aujourd'hui s'activent pour renforcer la confiance vaccinale auprès des communautés. Au début, vous savez, comme c'est une épidémie, une pandémie qui évolue, donc à chaque étape, aujourd'hui, la priorité en Guinée, c'est la vaccination. D'ailleurs, un peu partout dans le monde, c'est la vaccination. Donc les interventions et les discussions ou les communications sont orientées vers la vaccination. Mais ça ne veut pas dire qu'on va dire aux gens d'abandonner les gestes barrières, ça y va de soi. Donc le but, c'est de mobiliser le maximum de personnes
pour pouvoir les faire vacciner et aller. Vous y arrivez? Voilà, on arrive parce que ça se passe bien puisque les communautés elles-mêmes font des sollicitations de déploiement de sites de vaccination. Donc chaque fois, il nous rappelle, lui, on n'avait pas compris. Maintenant qu'on a compris, nous, on est à 12 km du site de vaccination le plus proche. Ça pose problème. Donc voilà, on souhaite que le site soit rapproché. Donc il y a ces informations qui sont remontées à l'ANSS. C'est rassurant. Et au-delà d'aller vers la communauté, on essaie aussi de voir les sites de vaccination qui sont installés. Est-ce qu'il y a un taux de fréquentation assez élevé? Sinon, pourquoi les gens ne se rendent pas? Et dans cette même optique, il y avait 3 sites de vaccination, je pense, dans la Blue Zone de Symphonia. Donc, après les discussions auprès des communautés, on s'est rendu compte que l'accès était un peu difficile. Et l'information a été aussitôt remontée. L'ANSS a délocalisé certains sites pour les rapprocher davantage des communautés. Parce que c'est bien d'aller dire aux gens de se faire vacciner, mais c'est aussi mieux de ramener la vaccination auprès des communautés. Parce qu'il y en a qui ne peuvent pas se déplacer. Donc c'est ce qu'on est en train de faire tous les jours, c'est ce qu'on est en train de faire, et ça c'est dans tout le Grand Conakry. Et vous devez savoir que c'est la zone la plus touchée par rapport à la Covid. Donc et du fait qu'on s'est tellement approprié de l'approche communautaire, on s'est très rapproché des communautés et des acteurs au niveau local. Et même quand il y a d'autres campagnes de vaccination, les groupes d'engagement communautaire interviennent. Donc c'est devenu en quelque sorte une référence en matière de santé publique au niveau communautaire. Donc par rapport à la polio, même actuellement la distribution du Parasigantel, c'est ça. Donc les équipes sont en train de travailler là-dessus, on est avec les communautés, on les rassure davantage. Et c'est d'ailleurs facile puisque ce sont... Vous combinez... Vous invitez également les femmes à vacciner les enfants. En même temps, vous invitez la population à se faire vacciner de la Covid. Bien sûr, oui. Okay. Bien sûr, puisqu'on est proche d'eux, parce que si vous venez parler à la communauté, voilà, ils vous posent d'autres questions. Nous, on a entendu ça sur ça. Est-ce que c'est vrai? Donc, il faut être capable de pouvoir répondre à ces questions et les amener vers le bon chemin, transmettre des informations éclairées pour les permettre de prendre des décisions pour leur santé et leur bien-être. Alors, docteur Condé, vous allez répondre rapidement, parce que quand on parle de vaccination, on parle des étapes de doses. Hein, première, deuxième. Alors, rapidement, parce que le téléphone déjà a commencé à sonner, et c'est l'heure de les laisser participer à l'émission. Alors, lorsqu'on parle de vaccination, on parle de première dose, de deuxième dose, et puis on parle des vaccins à une seule dose. Alors, parlez-nous de tout cela très rapidement, et pour laisser l'antenne libre aux téléspectateurs. Ok, pour le moment, les vaccins que nous avons sous la main, ce sont les vaccins à 2 doses. Lesquels? Et ça veut dire que quand on est vacciné la première fois, on prend la première injection, l'organisme arrive à développer les anticorps, oui, et à les stocker là. La deuxième vaccination, ça améliore, ça augmente cette quantité, mais la périodicité entre le temps entre les deux vaccins, ça dépend d'un vaccin à un autre. Okay. Si je prends le Sputnik V, c'est 21 jours après la première injection qu'il faut se rendre dans le site de vaccination. Et si je prends l'AstraZeneca, c'est à partir du 56e jour, okay, du 56e jusqu'au 80e jour environ. Bon, des fois on parle de 74, mais jusqu'à 80 jours. Dans cette fourchette, on doit trouver un temps pour aller prendre sa deuxième dose. Ah, il faut compter tout ça, hein? Oui, bien sûr. Et au niveau de la vaccination, du point de vaccination, on vous donne toutes ces explications. Okay. Vous optez pour le type de vaccin que vous voulez et on vous donne toutes les informations concernant ce type de vaccin. On va vous dire, bon, votre prochain rendez-vous, d'ailleurs, c'est noté sur votre carte de vaccination. Okay. Mais le plus généralement, c'est une date qu'on met là. C'est à partir le jour à partir duquel vous pouvez venir. Mais c'est un intervalle de temps. Okay. Voilà, pour ne pas que les gens disent non, j'ai raté le jour qu'on m'a indiqué. On peut compter rapidement les agents habilités, les médecins. Hein. Ils ne sont pas tous des médecins, mais les agents qui sont dans les vaccinodromes, ils vous calculent rapidement pour vous dire à partir de quelle date vous pouvez venir prendre la deuxième dose. Oui, ils ont les fiches techniques pour chaque type de vaccin déjà. Et à force de lire sur les fiches techniques, il y en a déjà qui retiennent. D'accord. Et nous avons l'application dont je vous ai parlé off. Dès qu'on met la date de la vaccination, première dose, et la machine calcule automatiquement. Ah, d'accord. Et dans chaque site, déjà, il y a une tablette dans laquelle on enregistre toutes les personnes vaccinées. Okay. Et voilà, lorsque l'enregistrement est fait, tout de suite, la projection
pour la deuxième dose est là. D'accord. Et on communique On ça. a pris par exemple Sputnik. Est-ce que l'on peut prendre d'autres vaccins? Oui. Lorsqu'on n'a pas Sputnik, le jour du rendez-vous, est-ce qu'on peut prendre AstraZeneca ou on peut prendre Sinopharm? Bon, pour l'instant, dans notre protocole, on ne fait pas cela. D'accord. Dans d'autres pays, c'est le même faisable, vaccin. mais pour le moment, chez nous, on ne fait pas cela, on ne mélange pas les vaccins. Très bien. Donc, si on prend le Sputnik comme première dose, à la deuxième injection, il faudrait du Sputnik. Le même vaccin, d'accord. Voilà, le même vaccin. Lorsqu'on prendra la décision de le faire, je pense qu'il va y avoir une autre circulaire que les autorités compétentes vont signer et ça va être largement diffusé. Mais pour l'instant, on ne mélange pas. Très bien. Moi, je pose cette question et puis on va laisser les téléspectateurs, si le docteur a envie de nous parler des points de vaccination et M. Guy Kerno de nous parler. Excusez-moi, hein, tout ce qui passe ici sont médecins. Docteur Condé, la question que moi je voulais poser, du moment où les vaccins sont homologués par l'Organisation mondiale de la santé, Sputnik, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac, etc., on ne parle plus comment on appelle ça, on ne parle plus d'efficacité de vaccin. Mais quand même, on a le choix de prendre tel ou tel vaccin par rapport à cet autre vaccin. C'est possible, on peut faire ça? Oui, ce qu'on demande aux gens, c'est d'accepter ce qu'on a sous la main, parce qu'il ne faut pas demander quelque chose qu'on n'en a pas. Non, mais vous avez cité... Donc voilà, si vous vous rendez sur un site de vaccination, on vous donne la fiche de consentement et on vous explique. Monsieur, aujourd'hui, voici les différents vaccins que nous avons sous la main. Pour quelqu'un déjà qui a fait la première vaccination, il n'y a pas de problème. Voilà, s'il vient pour Sputnik, il a pris première dose Sputnik. Quand il revient, ça va être Sputnik. Mais pour celui qui a sa première injection, on lui explique les effets, les différents types de vaccins disponibles et il fait son choix. Voilà, ce qu'il choisit, c'est ce qu'on lui administre. Et c'est par rapport à cela, on lui indique les effets indésirables possibles, on lui indique le délai pour la deuxième dose. D'accord. Docteur, moi je voulais rapidement, cumul de personnes vaccinées dans le répertoire, docteur Condé, rapidement, le téléphone, le numéro est normalement affiché, le 620 58 90 73, donc vous pouvez appeler pour poser des questions aux invités. Est-ce qu'on peut avoir une idée, docteur, les points dont vous gérez les points les vaccinodromes, comme on le dit communément, points de vaccination? Voilà, comme le docteur vient de le dire, il y a des sites de vaccination qui sont fixes. L'ANSS vient de faire un arrêté signé par docteur Sakouba, où on a identifié tous les sites de vaccination dans le Grand Conakry. Donc c'est un document qu'on essaie de diffuser largement. Donc toutes les équipes déjà sur le terrain se sont appropriées, mais à la base, à chaque fois qu'il y a une réunion dans les DCS, il y a des équipes mobiles aussi qui se déplacent. Donc on peut décider de les amener dans tel quartier ou dans tel autre. Donc ça permet aux gens à l'avance de passer l'information avant que les sites de vaccination ne soient déjà, ou les équipes soient déployées. Mais pour les sites fixes, puisqu'on sait déjà que ces sites sont déjà ici, donc on essaie de mobiliser les gens autour du site pour les faire venir se faire vacciner. Donc c'est cette démarche qui est développée et l'information est passée comme les groupes d'engagement communautaire, il y a les religieux dedans, il y a les SAZ. Donc les discussions souvent, c'est les gens partent dans les lieux d'affluence, on part dans des écoles, on part dans des garages, même des salons de coiffure pour demander aux gens est-ce qu'ils se sont fait vacciner. C'est en ce moment que certains peuvent soulever des réticences ou même des rumeurs qu'ils ont entendues par rapport à la vaccination. Tout au début. Voilà, donc on essaie de lever ces différentes réticences et donner la meilleure information par rapport aux rumeurs. La bonne information. Pour pouvoir les drainer. Maintenant, après, on leur dit, bon voilà, les sites de vaccination disponibles autour de vous, où vous pouvez facilement vous rendre. Soit si c'est à proximité de votre lieu de travail ou de votre domicile, on peut vous indiquer les sites fixes les plus proches pour vous permettre d'aller vous faire vacciner très rapidement. Donc c'est cette approche qui est développée, mais c'est sous vraiment le contrôle de l'ANSS à travers les directions communales et les directions préfectorales de la santé qui font des planifications pour les sites, pour les équipes mobiles de vaccination. Très bien. Le numéro sonné, mais maintenant ça sonne plus. Nous, on a beaucoup de questions. De toute façon, ça nous permettra de poser des questions pour comprendre et inviter les autres aussi à rejoindre le mouvement. Docteur, la couverture vaccinale est très faible en Afrique, en Guinée notamment. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres rapidement disponibles au niveau du répertoire de l'ANSS? Oui, jusqu'à la date d'hier, on avait vacciné 502 227 personnes avec la première dose de vaccin. D'accord. Et il y a 282 044 personnes qui ont complété leur vaccination. La deuxième dose quoi? La deuxième dose, bien sûr.
Et quand nous avons un plan de vaccination qui s'effectue en 3 étapes. D'accord. En 3 phases en quelque sorte. Nous avons la phase 1, la phase 2, la phase 3. Quand on rapporte aujourd'hui ces données par rapport à la population cible de cette phase 1, on peut se frotter les mains. Mais cependant, lorsqu'on rapporte à la population totale de notre pays qui est éligible à la vaccination, on a une couverture très faible. Donc ce qui permet de nous dire que nous sommes encore très loin de l'objectif de vacciner au moins 80% de la population éligible à la vaccination, chose qui nous rapprochera de l'immunité collective et là qui peut nous aider rapidement à rompre la chaîne de transmission. Okay. À la base, le vaccin est involontaire. J'ai décidé, je vais me faire vacciner, mais vu le fait que les gens refusent et lors d'une conférence de presse, le directeur général de l'ANSS a parlé de passe vaccinal, ça s'appelle comme ça. Alors, ça veut dire qu'on ne peut pas aller à l'intérieur sans son passe vaccinal. Ça veut dire que tout le monde sera obligé de se faire vacciner. Est-ce qu'on ne sait pas la nouvelle tendance pour obliger les autres à se faire vacciner? Bon, c'est une alternative. Bien, docteur, avant de répondre à cette question, on va laisser les téléspectateurs contribuer. Peut-être que c'est pour amender ou poser des questions. Vous pouvez donc interagir au texto, vous pouvez nous laisser des messages qu'on va lire si on a le temps. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, messieurs. Oui. Votre nom, d'où vous nous appelez? C'est Dr Fofana qui appelle depuis son Poniakas. D'accord. Monsieur Fofana, Dr Fofana, nous vous écoutons. Oui, je salue votre invité, Dr Condé. D'accord. Oui, à ce qui concerne le problème de la vaccination, oui. Comme il vient de le dire tout à l'heure, moi je pense que on est à l'orée de la fête de Tabaski, où il y a une grande affluence, beaucoup de mobilisation pour quitter Conakry, qui est l'épicentre de la pandémie, vers l'intérieur du pays. Je pense que c'est en ce moment qu'il fallait profiter pour exiger la carte de vaccination avant d'aller à l'intérieur du pays. Parce que si on dit que ça sera au mois d'août, le mois d'août c'est l'hivernage, il y a peu de gens qui se déplacent, quel intérêt les gens auront pour aller se faire vacciner. Mais s'ils savent qu'ils ne peuvent pas faire le voyage à l'intérieur du pays sans avoir leur carte de vaccination, je pense que c'était la meilleure stratégie d'avoir un certain nombre de pourcentage de gens qui seront obligés de prendre le vaccin avant de voyager à l'intérieur du pays. La deuxième chose que je voudrais suggérer, à un moment donné ici, quand l'épidémie avait pris de l'ampleur, ils avaient fait une stratégie où on est parti chercher les gens à faire le test obligatoirement dans les départements. Maintenant, pourquoi ne pas faire la même chose aussi pour la vaccination? Parce que voir le taux de couverture vaccinale, là, je pense que c'est trop faible. Donc, si on laisse que les gens vont aller volontairement se faire vacciner, l'objectif visé, je ne pense pas qu'on puisse réellement l'atteindre. Donc, moi, je suggère que si l'opportunité pour aller faire la fête, on est à 72 heures maintenant de la fête, n'est pas possible, que de mettre les stratégies comme on le faisait pour le prélèvement, pour savoir ton statut sérologique, faire aller vers les départements par département, obliger les gens à se faire vacciner. Donc je pense que ça sera la meilleure façon de pouvoir rehausser, comment dirais-je, la couverture vaccinale. Mais à l'allure, on voit si les gens doivent se décider d'eux-mêmes. Est-ce que le temps n'est pas court maintenant pour apporter... On ne peut pas atteindre l'objectif, alors que l'objectif, comme il a dit, c'est d'avoir le maximum de personnes vaccinées pour avoir l'immunité collective. Comme ça, on peut attraper le virus, même sans faire de complications. Donc là, je pense que ce sera la meilleure stratégie. Mais de façon volontaire, je suis un peu sceptique que la population puisse aller vers les centres de vaccination. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur. Alors, est-ce qu'il n'est pas un peu tard, docteur Condé, de réaménager ce calendrier? D'ici 2 jours, c'est la fête. Les gens, quand même, il y aura une grande affluence à l'intérieur du pays. Et vous l'avez dit qu'on a créé l'épicentre de la pandémie. Alors, est-ce que ce n'était pas préférable d'obliger les gens à avoir leur carnet de vaccination avant d'aller à l'intérieur? Je remercie docteur Fofana. C'est quelque chose déjà qui a été fait.
on a élaboré un plan de vaccination accéléré. Et d'ailleurs, il y a une autre circulaire qui a été signée par notre directeur et qui a été diffusée, qui réorganisait le voyage de Conakry vers l'intérieur du pays. Parce qu'aujourd'hui, nous avons deux grands défis. Avec la circulation des variants dans tout le monde entier, il faut mettre le pays à l'abri, tant bien que mal. Donc vous verrez que les dispositions aux frontières de la Guinée, là, aux frontières terrestres, aériennes et maritimes ont été revues pour pouvoir minimiser l'importation des cas. Mais aussi, il faut mettre à l'abri l'intérieur du pays par rapport à Conakry qui a au moins 85% des personnes testées positives. Tout à fait. Et c'est dans cette optique qu'on a sorti cette note circulaire qui indique que pour sortir de Conakry, vous avez le choix. Soit vous avez une carte de vaccination, soit vous avez une attestation de test de négativité. Oui, donc, toutes les personnes qui sont sorties, je vous avoue que c'est l'un ou l'autre. Je n'ai pas les chiffres de vaccination au niveau des points qui sont installés pour les voyageurs à l'intérieur du pays. Mais je peux vous dire que dans les 3 derniers jours, nous sommes passés de 1560. Avant-hier, on avait 1574 personnes testées dans tout le pays, dont 1225 plutôt l'ont été dans les gares routières. Ouais, donc les gens se font soit vous êtes vacciné, soit vous êtes fait tester et avoir un test de négativité. Et parmi les 1225 personnes testées, candidats au voyage de Conakry vers l'intérieur du pays, il y a des gens qui sont révélés positifs, qui ont été isolés. Donc ça empêche quand même que ces gens-là partent à l'intérieur pour aller provoquer encore des foyers, créer des foyers de Covid-19. Donc c'est un processus qui est en cours et le nombre de personnes testées a largement augmenté. D'accord. On va prendre cet appel. Moi j'avais une question, mais je crois que je vais laisser les téléspectateurs. Allô? Allô? Oui, bonjour, bonsoir madame. Oui, votre nom, d'où vous nous appelez, messieurs? Ok, moi c'est Mara Abouakar, je vous appelle de Kipsi. Nous vous écoutons, monsieur Mara. Ok. C'est concernant les équipes qui ont été dépêchées dans les différents quartiers. C'est du côté de M. Kernon. Ok. En fait, on a vu des jeunes qui ont été déployés dans le quartier. On a même vu, moi, j'ai vu un jeune qui est venu de notre concession. Ça nous a beaucoup émerveillé parce que j'ai beaucoup aimé ça. D'accord. Les sensibilisations au niveau de nos parents, de mamans qui sont là. J'avais aimé ça, même moi je l'avais appuyé parce que la communication qu'il donnait c'était vraiment important. Et il a aussi respecté ce qu'on avait demandé pour ce temps. Avec son équipe, ce qu'on avait demandé de recenser le nombre de personnes qui ont été vaccinées, qui n'ont pas été vaccinées, et l'importance du vaccin. Il a donné tout ça là, donc ça nous a vraiment aidé. Mais bon, c'est une doléance que je demande à son équipe, parce que ces jeunes-là, c'est des jeunes qui sont dynamiques, qui sont bien. Parce que celui qui est là à Dixine Gaataï, du nom de un frère aussi, il est aussi Mara, c'est parce que le Mara que je parle de lui, non. Parce que le travail que j'ai vu en lui, c'était vraiment super. Il pleuvait encore, et puis il était mouillé, et même ce téléphone était mouillé. Donc, le secteur, on a qu'à essayer de voir pour ces jeunes, pour les équiper, parce qu'ils sont en train de se battre pour leur communauté. Vraiment important. Pour équiper les jeunes qui sont sur le terrain. Car ils sont en train quand même de faire le travail, surtout celui qui est au niveau du Kinga. Okay. C'est un peu ça. Deuxième question, c'est pour le docteur. C'est de voir parce qu'il y a des mamans qui n'ont pas pris la deuxième dose. Il y a un quartier qui est ici, Liberté Angola. Il y a une équipe qui était venue là-bas, ils étaient installés. Après, ils ont fait juste 1 jour, 2 jours, ils sont repartis. Donc, dans d'autres quartiers, d'autres emplacements, parce que là où ils avaient l'habitude de venir, quand ils sont venus là-bas, ils se sont déplacés encore par faute de chef de quartier. Donc, les gens ne connaissaient pas là où l'équipe est partie. Donc, ils sont venus sur l'autre endroit, l'ancien endroit, ils n'ont trouvé personne, ils sont restés sur eux. Donc, ils ont dit qu'ils ont retrouvé beaucoup de difficultés à ces personnes-là aussi qui demandaient pourquoi ils ont envoyé l'équipe, et puis l'équipe est partie dans un autre endroit là où ils ne connaissent pas. Là où ils connaissent, ils ne sont plus là-bas. Donc, ils n'ont qu'à essayer de voir pour ces personnes qui ont envie maintenant de se vacciner pour faire leur deuxième dose, parce qu'avec les sensibilisations, beaucoup de personnes sont motivées à prendre les deuxième doses. Donc, le docteur n'a qu'à essayer de voir encore pour la population. Il y a des gens qui ont besoin de prendre les deuxième doses. Donc, je pense que c'est les informations qu'ils avaient données. D'accord.
Bon, il a demandé ses doléances, des recommandations à revoir la stratégie. Je pense que son intervention fait aussi recours à celle de la deuxième suggestion de Dr Fofana. Je vais dire à Dr Fofana que les équipes mobiles, on a commencé par cela. Kerno en a parlé tout à l'heure. Au début, on n'avait pas suffisamment de vaccins et on a ciblé les départements ministériels, les grandes directions, et les équipes mobiles passaient là pour faire la vaccination. Aujourd'hui, toutes les directions, dans leur quasi-totalité, au moins 95% des travailleurs ont été vaccinés. On est même allé au-delà. Parce que le travail qu'on voulait faire pour évaluer, on est allé au-delà de la cible. Parce qu'il y a des travailleurs de certaines directions qui ont fait venir même leurs parents se faire vacciner à ce niveau. Donc ça a été fait, on ne peut plus, puisque la vaccination a été complétée à ce niveau-là. Donc ce n'est plus la peine de reprendre la même chose. Parce que notre pays n'a pas opté pour les vaccinations de rappel après les 2 doses. Voilà. Et par rapport à ce que l'autre vient de dire, c'est la même chose. Les équipes mobiles, puisque je vous ai dit qu'il y a un intervalle de temps entre les 2 doses, donc quand l'équipe vient à un point de vaccination, on pense que là, il y a une cible conséquente à vacciner qui ne l'est pas. Les directions communales de la santé déplacent des équipes mobiles pour venir camper 1 ou 2 jours là, vacciner. Donc après, les gens se déplacent vers un autre quartier, un autre point de vaccination, en attendant que la période pour la deuxième dose n'arrive. Parce qu'on ne peut pas rester là, attendre les 21 jours. Alors les jours passent. Les gens viennent à compte-gouttes, il y a ça aussi. D'accord. Ok, on est pris par le temps. Est-ce qu'on peut prendre... Allô? Oh. Oui, alors madame. Oui, bonsoir. Votre nom, vous nous appelez rapidement, on est pris par le temps. Oui, tu m'excuses, là, je ne peux pas parler fort, je vais passer là. Oui, comme je suis malade là-bas. Ok, vous ne pouvez pas poser de questions, donc merci. Oh, ok, madame, je vais vous donner une idée à notre docteur Sakouba, problème de la vaccination. Oui. On est pris par le temps. Docteur, on ne peut pas répondre à cette question. Vous avez compris ce qu'il voulait dire? Non. Non. Comme ce n'est pas compris, docteur, moi, la dernière question, pour permettre aux téléspectateurs de comprendre un tout petit peu, ou c'est une question qui m'incombe. Est-ce qu'il ne faudrait pas le carnet de vaccination prouve à suffisance qu'on est vacciné? Il ne faudrait pas qu'on revienne lorsqu'on a exigé les carnets ou les fiches de vaccination en allant à l'intérieur. Les gens ont multiplié les fiches pour montrer des frontières qu'on est vacciné. Est-ce qu'on n'arriverait pas à faire cela? Quels sont les moyens que vous disposez pour détecter les faux carnets, les fausses fiches rapidement? Est-ce que vous pourrez répondre à cette question très rapidement? Oui, parce que c'est vrai ce que vous dites. Il y a toujours des travailleurs qui vont essayer d'avoir des voies de contournement. Les travailleurs, Voilà, mais nous avons ces cartes avec une certaine sécurité qu'on appelle les codes QR qui scannent donnent l'information si la carte elle est une vraie carte ou bien si c'est une carte falsifiée. On est pris par le temps. Je rappelle que nous étions avec Dr Sori Kondé, épidémiologue à l'ANSS, et M. Kerno Amadou Baldé, directeur exécutif ONG Zéro Pauvre Afrique. C'était donc nos invités. Merci d'avoir donc répondu à ces différentes questions pour nous et les téléspectateurs. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'autres thèmes. D'ici là, cher public, prenez soin de vous. C'est la fête. Nous vous souhaitons bonne fête. Bonne fête à vous. Bonne fête à vous également. Bonne fête à tous ceux qui ont suivi cette émission. Attention, respecter les gestes barrières, se faire vacciner et puis se laver les mains avec du savon, porter les masques. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à l'équipe technique qui m'accompagne tous les dimanches.